Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 8e épisode de Racines et récoltes. Aujourd'hui, nous parlerons d'agriculture durable avec M. Yves Girard, chef de la direction de Nutrinor de 2002 à 2022, qui nous expliquera l'historique de la démarche. Ensuite, nous discuterons avec Annie-Pierre Bouchard, conseillère en agriculture durable chez Nutrinor, qui nous expliquera le PADN et comment se déroule l'accompagnement à la ferme. Pour terminer, nous recevrons M. Serge Tremblay de la ferme Carrousel, qui nous expliquera comment s'applique la démarche d'agriculture durable concrètement à la ferme. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Je me permets toujours de tutoyer parce qu'on dirait que la job est déjà faite. C'est ça. Yves, en fait, l'agriculture durable, ou plutôt le développement durable chez Nutrinor, là, on parle de la genèse de tout ça. On est dans la fin des années 2000, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Il a fallu avoir de la vision. Comment c'est produit, cette vision-là? Puis comment on a réussi à avoir l'aval du comité de direction, des membres, etc., pour poursuivre? En fait, le début, je dirais que c'est quand Nutrinor, même avant que j'arrive, quand Nutrinor a mis en place la filière porcine. Nutrinor s'était adjoint à l'époque, ça s'appelait comment? C'était le Conseil québécois de développement durable. OK. Pour s'assurer de mettre en place une filière qui répondait aux besoins de l'ensemble de la population, pour s'assurer que tout soit correct en termes de développement durable pour installer ça. Et quand je suis arrivé, j'ai continué les relations avec le CQDD. Et c'est en 2008-2009, quand on a fait notre nouvelle mission qui est unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. C'est bien, tu t'en souviens encore. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle est là, cette mission-là. On a mis durable dedans parce que justement, on voulait faire une croissance durable à partir de ce moment-là. Et on s'est dit, on peut pas mettre ça dans notre mission sans en faire un objectif réel puis mettre des actions concrètes pour faire vivre le développement durable chez Nutrinor. Donc, on a vraiment mis une orientation stratégique à partir de ce moment-là, de mettre en place non seulement une politique de développement durable, mais un grand chantier de développement durable qui va nous amener éventuellement vers une entreprise durable et non juste un rêve durable. Oui, c'est ça. Parce que ça peut être facile de dire dans n'importe quelle entreprise, nous, on fait du développement durable, mais ça fait partie vraiment de la philosophie de Nutrinor d'implanter ça dans chacun des secteurs. Exactement. Puis, je suppose aussi que les gens se doutaient peut-être un peu qu'il allait avoir certains, on vulgarise toujours en disant certains jus de bras là, à effectuer dans les entreprises parce que comment maintenant, une fois qu'on l'a décidé au niveau corporatif de la chose, de mettre des efforts en développement durable. Comment ça s'orchestre ensuite dans les secteurs? Parce que là, Nutrinor a plusieurs secteurs. Exact. Donc, comme je disais tantôt, c'est d'en faire vraiment une orientation stratégique à partir du moment où tu en fais une orientation stratégique qui est achetée par l'ensemble des directeurs, même si on ne sait pas trop comment l'orchestrer. On a fait une mission, j'ai fait une mission en Europe, en France, avec d'autres coopératives de la province, incluant la Coop fédérée, pour aller voir une coopérative qui avait implanté une démarche de développement durable qui fonctionne, qui a vraiment fonctionné. Donc, on a importé un petit peu les façons de faire, mais à notre façon, à nous. Et le CQDD était là aussi, Jacques Rélier, qui à l'époque, qui était au CQDD, nous accompagnait dans cette mission-là. Puis quand on est revenu, on s'est dit, OK, on peut
calqué un petit peu ce qui a été fait sans nécessairement le calquer à 100%. On l'a adapté à notre sauce à nous parce que la situation en France en termes d'agriculture n'est pas du tout la même qu'ici. Donc, il a fallu l'adapter. Mais il reste que faut quand même, ça l'a quand même insufflé le momentum, je pourrais le dire comme ça. Et il faut que les gens y croient. Hein. Ça fait on a fait un sondage aussi au début pour l'ensemble des employés quand je faisais mes tournées de secteur. Puis on posait la question comment le développement durable peut changer votre vie. Puis, très honnêtement, ça a été surprenant les réponses. Je pense que c'était près de 90% des employés qui disaient on croit au développement durable. Déjà, là, on parle de 2010? Oui. Okay. On pense que ça peut améliorer notre travail, on pense que ça peut améliorer la coopérative. Donc, même sans savoir comment, les gens ils ont dit oui, le développement durable, on pense que c'est une voie d'avenir. Donc, déjà, on savait que les employés étaient sensibles à ça. Qu'on avait l'aval des employés. Exactement. Je veux qu'on parle aussi d'agriculture durable. Parce que l'agriculture durable, souvent les gens, je dirais presque mélangent agriculture durable et développement durable. Oui, ça fait partie d'eux, mais à partir de quel moment où est-ce qu'on a décidé qu'on pouvait aller encore plus précisément dans notre philosophie de développement durable avec l'agriculture? C'est arrivé après, puis c'est normal parce qu'il fallait être crédible en termes de développement durable dans nos activités. Puis je ne parle pas juste d'agriculture, dans chacune de nos activités, avoir une crédibilité en tant qu'organisation à travers la région, mais partout dans la province. Donc, on a été, les 3-4 premières années qu'on a faites, on a été quand même un chef de file, je pense, provincial au niveau du développement durable, sur les chantiers qu'on a entrepris, sur les actions qu'on faisait, concrètes aussi qu'on faisait. Et par la suite, on s'est dit, on peut pas se targuer d'être une entreprise durable si ça ne se retrouve pas dans nos produits éventuellement. OK. Donc, la seule façon de le faire, c'était de migrer vers l'appropriation du développement durable à la ferme, vers nos membres. Donc, nos propriétaires, il fallait aussi qu'ils soient partie prenante du développement durable pour se dire, OK, on est vraiment une entreprise à la base qui est le développement durable comme philosophie. Puis dans les opérations, c'est la même chose. Là, il fallait donner l'exemple en premier au niveau des opérations. Oui, c'est ça. Puis ensuite de ça, retourner à la ferme pour dire, OK, on va vous aider à l'implanter. Donc, c'est là que le PADN est venu sur la table pour avoir un cahier de charges qui était beaucoup moins complexe pour les producteurs puis qui répondait beaucoup mieux aux besoins de l'agriculture. On s'est dit, les gens, il faut qu'ils y aillent de façon volontaire parce que pousser dans la gorge le développement durable aux producteurs agricoles qui en ont déjà par-dessus la tête avec les normes de ci, de ça ne fera pas le travail. Puis il faut qu'ils trouvent leur compte aussi là-dedans. Comment qu'on réussit à être, à innover par la suite? Parce que là, on s'est comme un peu, on a vu qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays, mais je suppose que dans certains cas, des fois, c'est difficile d'amener ça dans la réalité du Québec et encore mieux du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je vois ça dans la formation. Okay. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait aller chercher les meilleures pratiques au monde, pas juste à Chicoutimi puis au Québec. On s'est dit, exemple, si on veut protéger les bandes riveraines, là, je dis n'importe quoi, c'est laquelle place dans le monde qui est chef de file dans la protection des bandes riveraines pour X raisons, on va aller la chercher. Puis aujourd'hui, avec les moyens qu'on a de faire des formations virtuelles ou quoi que ce soit, effectivement. Ça se fait. Donc, c'est pour ça moi, en tout cas, j'ai poussé beaucoup pour qu'on transforme le travail de nos experts conseils vers des conseillers en agriculture durable. Parlons du PADN. Le PADN, en quoi pas en quoi, mais tout d'abord, comment c'est orchestré le PADN, mais surtout à la ferme, en quoi ça donne de l'importance à la démarche? Ce que je disais tantôt, c'est on veut que nos produits dans le futur, à l'époque, c'était ça qu'on voulait, de dire nos produits, il faut quand les gens vont, par exemple, prendre un verre de lait puis ils vont sentir qu'il y a de l'agriculture durable dedans, mais je pense qu'on va avoir réussi. Donc, les producteurs agricoles, on les a mobilisés dans ce sens-là aussi, de dire on va rendre votre lait plus durable. Donc, notre marketing va être basé par rapport à ça. Puis on a besoin de vous autres pour rendre ça aux consommateurs.
Ça fait que ça, c'est très mobilisant pour les producteurs agricoles de dire, OK, on est en train de faire une vraie démarche là, qui va partir de mon étable, de ma ferme, puis on va retrouver ce produit-là en parlant à nos clients directement. Puis je suppose aussi ça, c'est pas donné à toutes les entreprises de pouvoir le faire. Oui, c'est ce que je m'en allais dire, parce que souvent, j'utiliserai peut-être pas des bons mots, mais c'est facile de vendre la pinte de lait, mais ça représente aussi un certain défi de donner de l'importance aussi à ceux qui le font, mettre à l'avant-scène nos membres, parce qu'avant tout, c'est eux qui nous le fournissent. Ouais. Donc, à ce moment-là, on a parlé de PADN, on a une vision pour en transformer des produits qui vont être précisément avec l'orientation d'agriculture durable. Je serais intéressé de savoir, Yves, à ce moment-là, comment on réussit à dire à la ferme que le lait qui est produit par le producteur va être vraiment identifié, je partais pour dire labellé, là, va être tagué agriculture durable. Bien, c'est quand même un processus assez complexe parce que tu ne peux pas le dire sans que ça soit vrai. Ouais. Donc, ça prend... il faut que la chaîne de valeur soit attachée au complet. Donc, le transporteur... s'assurer que le producteur, quand on va chercher le lait à telle ferme, que cette ferme-là a adhéré au PADN, il y a des routes de lait. Donc, c'est vraiment une synergie entre l'agriculture et l'agroalimentaire qu'il a fallu mettre en place aussi, parce que les gens de l'agriculture ne sont pas nécessairement en lien avec les gens du lait, par exemple. Là, on parle du lait, mais éventuellement, ça peut être d'autres produits aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment d'aller chercher les synergies, puis d'aller chercher aussi que les gens de l'agriculture comprennent bien comment ça se passe dans le lait, puis que les gens du lait comprennent bien la complexité d'amener un produit durable. Donc, il faut que ça, la chaîne de valeur, soit attachée. Puis il faut se donner un cahier de charge qui va faire en sorte que ça va être réaliste aussi. Alors Yves, merci beaucoup d'avoir participé à cette balado. Ça fait plaisir. Engagé directement après l'obtention de son bac en agronomie en production animale de l'Université Laval en 2011, Annie-Pierre Bouchard occupera plusieurs postes, parfois simultanément chez Nutrinor. D'experte conseil pour les producteurs du domaine animal au contrôle qualité à la meunerie de Saint-Bruno, c'est en 2020 qu'Annie-Pierre est nommée conseillère en agriculture durable. C'est justement de ça qu'on parle aujourd'hui. Bienvenue Annie-Pierre. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, parlons directement de ton implication dans ton nouveau poste de conseillère en développement durable. Explique-nous, en fait, démystifie-nous en quoi ça consiste. Mon poste, moi, ça consiste vraiment à aller voir les producteurs chez eux pour faire les diagnostics à la ferme. Fait que l'agriculture durable, le Pacte agricole durable de Nutrinor, le PADN que je vais dire prochainement, ça consiste à des diagnostics qui se font à la ferme. Donc, c'est moi qui vais aller faire ça. Fait que je me présente dans les fermes. On a une rencontre de départ avec les producteurs qui dure environ 1 heure à 1h30. Puis là, c'est vraiment sous forme d'entrevue où je vais leur poser des questions sur une panoplie de sujets. Fait que ça passe autant de la situation actuelle à la ferme, l'histoire un peu. On passe de côté animal, les champs, on va parler des différentes pratiques faites dans les champs. Aussi la gestion des déchets, toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment sous forme d'entrevue. Et comment ça se passe à ton arrivée? Est-ce que les gens te regardent un peu de travers? Est-ce qu'ils ont peur de ce que ça va comporter comme travail? Bien, ils n'ont pas peur, mais il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui se sont inscrits puis qui se posent encore des questions. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais puis il y en a beaucoup aussi qui pensent que ça va être plus de travail que ça, là, parce que nous, on a essayé de faire une démarche qui est zéro paperasse pour eux. Fait qu'on ne veut pas par après, il y ait besoin de remplir plein de documents, plein de fiches pour nous envoyer. Ça alourdisse leur tâche qui est déjà d'ampleur. Là. Exactement. Fait que c'était un de nos objectifs quand le diagnostic a été mis en place. Là. Donc, parlons du PADN. Le PADN, en fait, concrètement, à part que on le sait tous, là, c'est une signature là, que les gens font, mais mis à part cette signature-là, en quoi ça consiste? Bien, c'est ça. Fait que là, il va y avoir le diagnostic à la ferme, comme je le disais tout à l'heure, qui va être fait. Puis, suite au diagnostic, on va pouvoir déceler les points forts et les points faibles. Puis, il va y avoir la note pour chacun des indicateurs qui est présenté sous forme visuelle, parce qu'on sait que les producteurs aiment ça. Bien, la majorité des gens aiment ça, que ce soit visuel. Puis, rapidement, il va pouvoir voir les points positifs puis les points négatifs.
j'aime pas ça dire négatif. Améliorer. Oui, c'est ça, les points améliorés à la ferme pour avoir une durabilité. Là. Ah, OK. Donc, ça veut dire que le producteur, suite à ce rapport-là, a une image de qu'est-ce qu'il y a à faire comme action pour emboîter le pas. Là, je vais l'exprimer ainsi, dans l'agriculture durable. Donc, il y a déjà une perception des tâches qu'il va avoir à faire. Oui, exactement. Puis, il y a un portrait actuel de la ferme, c'est quand même important de se mesurer. Quand on veut s'améliorer, il faut savoir de où on part aussi. Fait que c'est important de se mesurer. Fait qu'il y a son portrait au départ qui va avoir le suite au diagnostic. Et suite au diagnostic, est-ce que les gens sont au courant de faut-tu qu'ils abattent l'ouvrage en 6 mois, en 1 an? Comment ça se passe? C'est une bonne question, ça. Le diagnostic, il est bon 5 ans. Fait que c'est un plan d'action qu'on va faire sur 5 ans. Par contre, on va faire des suivis annuels là, dans les fermes pour mettre quelques indicateurs à jour, mais aussi voir où est-ce que le producteur est rendu par rapport à ses actions qu'il a décidé de mettre en place. Là. OK. Parce que les actions, en passant, les actions qu'il va décider de mettre en place, c'est vraiment volontaire. Fait que lui, on va être capable de déceler les points faibles. Puis il y a certains points faibles qu'il va décider qu'il va travailler là-dessus, mais il y en a d'autres qu'il peut dire, moi, pour l'instant, je vis avec, puis tu sais, je veux pas... Il est à l'aise avec ça. Puis, c'est ça. Identifions, ou plutôt analysons là, les 3, moi je les appelle les piliers là, de l'agriculture durable. Donc, notre monde, notre terre, nos animaux. Parlons de notre monde. Donc, c'est quoi les actions qui sont mises en avant dans la ferme? Au niveau de notre monde, il y a beaucoup d'actions qui sont en lien avec la SST, là, la santé et sécurité au travail, sans surprise. Là. Fait que tout ce qui est pour être plus sécuritaire au niveau du travail en hauteur, rentrer dans les espaces clos, la manipulation des animaux aussi, qui est quand même importante à la ferme. Puis la présence de machinerie agricole. Là. Fait qu'on parle entre autres, mettons, de porter la ceinture de sécurité, avoir les protecteurs de PTO en place et ces choses-là. Sinon, au niveau de notre monde aussi, c'est de la santé-sécurité aussi, mais plus au niveau psychologique. Là. OK, donc au niveau de la santé mentale, il y a une préoccupation là-dedans. Oui, exactement. Entre autres, on va mesurer... je vais dire, plutôt, il y a un questionnaire individuel qui se fait par le producteur. C'est des questions on a jugé qu'il pouvait être moins à l'aise de me répondre en one-on-one comme ça. Fait qu'il y a un petit questionnaire à lui qui est fait, puis c'est en lien avec ces réponses-là qu'on va voir où est-ce qu'il se situe par rapport à ça. Fait qu'on parle entre autres du nombre de jours de congé par année, s'il est heureux dans son travail, s'il a l'impression de refaire toujours la même chose, s'il y a le sentiment de compétence, s'il y a des gens qui l'entourent pour pouvoir l'aider quand il a besoin de parler, quand il a besoin de se faire entendre, mais aussi, est-ce qu'à la ferme, dans l'entreprise, lui, quand il a une idée, est-ce qu'il se sent écouté, est-ce qu'il se sent appuyé par ses acolytes, on peut dire. Là. Fait que oui, on va parler beaucoup de ça. Puis c'est des actions qu'on va retrouver quand même régulièrement au plan d'action. Là. Il y a plusieurs producteurs qui ont même pas 5 jours de congé consécutifs dans l'année. Là. Parce qu'on dit que pour pouvoir décrocher, ça prend 5 jours de congé consécutifs. Puis eux, le défi qu'ils ont en plus, c'est que souvent la maison, elle est dans le cours de la ferme. Fait que il faut qu'ils s'en aillent à l'extérieur, il faut qu'ils soient capables d'aller soit en voyage ou de sortir de la maison au chalet, des choses comme ça. Puis aussi, ça doit être une réalité en plus que, tu sais, c'est pas évident d'être dans le même terrain que sa maison, mais c'est une réalité aussi de trouver du monde pour te remplacer. Exactement. Tu sais, il y en a que ça va bien, mais il y a d'autres personnes qui sont seules ou presque à la ferme. Ils ont des fois un étudiant, mais l'étudiant ne peut pas prendre en main tout le travail que ça amène la fin de semaine, par exemple. Puis est-ce que ça vous amène, vous, à avoir une certaine partie de réflexion sur, je donne l'exemple là, exagéré, là, mais si on se rend compte que certains producteurs ont des besoins précis en santé mentale, est-ce que ça vous met un peu à l'affût de dire, parfait, il faut être un peu plus soucieux à ce niveau-là? Oui, c'est sûr que oui. Puis nous, on a quand même des experts conseils qui se déplacent à la ferme. Plusieurs sont formés là, au niveau sentinelle, c'est tout ça? Oui, sentinelle, oui. Pour être sentinelle. Tu sais, on a quand même un répertoire, nous aussi, de gens, de personnes ressources pour pouvoir leur proposer. Fait que, par exemple, en gestion de conflits, on a 2 à 3 personnes qu'on est capable de leur référer pour qu'ils puissent se déplacer à la ferme pour pouvoir. Donc, c'est pas juste de cumuler les statistiques. Vous avez des ressources après ça pour les accompagner vers les bonnes solutions à entreprendre à l'intérieur de la ferme. Exactement. Puis c'est important aussi de pouvoir répondre à ces besoins-là pour eux. Là. On a parlé de notre monde, parlons maintenant de notre terre. Quelle action au niveau de la ferme est mise de l'avant?
La majeure partie des actions vont être liées surtout à l'environnement par rapport à notre terre. Fait qu'on va parler entre autres de la gestion de l'azote et du phosphore qui sont des éléments qui font partie des engrais qu'on apporte dans les champs. Fait que ça, on va essayer, on va parler avec le producteur pour essayer d'améliorer sa gestion pour tenter de diminuer le lessivage qu'on peut retrouver dans les cours d'eau. Donc, une partie de sensibilisation à ça. Oui, tout à fait. Ouais. On parle aussi, entre autres, des sols, d'améliorer le drainage, compaction, érosion qu'on retrouve dans nos sols. Ce qu'on appelle la couverture des sols. Oui, c'était mon prochain point. Peux-tu nous démystifier ça? Parce que souvent, c'est pas une couverture de laine qu'on met sur les sols. Fait que, un sol, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est des sols couverts en hiver. Ouais. Fait que ça fait que quand on voit des champs qui sont labourés, qu'on voit juste du brun, de la couleur terre, dans le fond, il est à nu. Fait que c'est pas un sol qui est couvert. Nous, on voudrait, dans un meilleur des mondes, ça serait d'avoir tous les sols couverts. On sait que et qu'est-ce que ça comporte, ça, comme méthode? C'est-à-dire qu'il faut mettre quelque chose sur le sol? Pas nécessairement. Une prairie, par exemple, les champs de foin qu'on dit communément, là, ça va être... les prairies vont durer 4 à 5 ans. Fait que quand c'est en prairie, l'hiver, c'est couvert. Le sol est couvert, ça, c'est pas un problème. Au niveau des grandes cultures, il y a certains moyens pour avoir des sols couverts l'hiver, entre autres des cultures intercalaires, dans le maïs surtout. Fait que ça comporte... C'est pour ça, des fois, sur le bord de la route, on voit déjà moi, j'appelle ça des pousses. Là. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Fait que ça, c'est dans le maïs. Comme le maïs est assez espacé, c'est une culture qui se prête bien à ça, mais ça peut être fait aussi dans d'autres cultures. Fait qu'il va y avoir quelque chose qui va être implanté entre les rangs de maïs, qui fait en sorte que quand on va récolter le maïs à l'automne, par après, la culture intercalaire va pouvoir prendre la place et elle va être incorporée au sol, idéalement le printemps suivant, comme engrais vert. OK. Puis ça l'améliore quoi ou ça l'aide quoi de faire ça? Ça va diminuer l'érosion. Ça, c'est sûr et certain. L'érosion, surtout dans les cours d'eau, par l'eau au printemps. Ça va améliorer la matière organique aussi du sol, du sol en général. Ouais. Puis améliorer la matière organique, ça veut aussi dire améliorer les captations de carbone. C'est pas mal. C'est les 2 points importants là, que la couverture du sol va apporter. Là. Et je suppose aussi, pour terminer, qu'il y a un certain aménagement au niveau de la biodiversité. Oui, on va encourager les aménagements au niveau de la biodiversité. Ça ne veut pas nécessairement dire que la plantation d'arbres, parce que c'est quand même celle qui nous vient en tête le plus rapidement. Là. Mais ça peut être aussi des bandes fleuries qu'on appelle, où on va avoir des fleurs la majeure partie de l'été. Fait que différentes espèces qui vont venir en fleurs à différents moments. Tout au long des récoltes. Exactement, pour les pollinisateurs. Ça peut être des aménagements de cabanes d'oiseaux qu'on voit quand même régulièrement. Puis ce qu'on a vu aussi en Europe, il y a des hôtels à insectes qui... Explique-moi ça, Fait que ça, c'est des hôtels à insectes. C'est pas très compliqué à faire. C'est de prendre du bois que tu as à la maison, fait des bûches, des retailles de construction, des choses comme ça, qui vont mettre dans un grillage pour éviter que la vermine rentre. Puis là, il y a des insectes qui vont utiliser ça comme domicile pour pondre leurs œufs et tout ça. Puis les insectes bénéfiques vont... c'est ça qu'on va attirer, les insectes bénéfiques, les pollinisateurs et tout ça. Et ça va être attiré vers ces hôtels-là qu'on a vu vraiment beaucoup en Europe. Le dernier volet, le volet Nos animaux. Fait qu'en quoi ça consiste exactement? On se doute bien que c'est de faire attention à nos animaux, mais en quoi ça consiste exactement? Et c'est au niveau du bien-être animal surtout. Là. Fait qu'on va mesurer les 5 libertés des animaux, qui sont la liberté d'exprimer ses comportements naturels. Fait que ça, c'est entre autres pourquoi on va retrouver les animaux en liberté, soit dans des stabulations libres ou encore pour un certain moment de l'année. Fait que c'est pas obligé qu'ils soient en liberté toute l'année, mais quand ils peuvent au moins l'être une certaine partie, c'est toujours un avantage. Et je veux que tu nous le précises parce qu'en fait, il y a une différence quand même pour le bénéfice de nos auditeurs entre des animaux en liberté et des animaux en stabulation libre. La stabulation libre, ça va être à l'intérieur de l'étable, donc les vaches seront pas attachés. Ils vont avoir des logettes, puis ils vont être libres de pouvoir se promener pour aller manger quand elles veulent, dormir quand elles veulent. Souvent aussi, il va y avoir des brosses installées, toutes des choses comme ça. Ça fait partie, entre autres, des vaches en liberté. Une vache qui va à l'extérieur aussi, donc les vaches qui vont au pâturage, sont aussi en liberté une partie de l'année, une partie de la journée. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à nos animaux qu'on vérifie? Oui, fait que les comportements agressifs, ça, c'est sûr qu'on ne veut pas que les gens soient agressifs, comme tu disais tout à l'heure, leur faire attention. On veut aussi qu'ils soient capables de boire et manger. Fait que c'est de la base aussi. Si on veut qu'ils soient productifs dans l'étable, ça va avec.
Donc, la 5e liberté, qui est la liberté d'absence de peur et de détresse, là, ça, c'est surtout au niveau des pratiques qu'on va faire à la ferme. Puis je suppose que tout ça aide ou permet d'avoir une meilleure production de l'animal aussi. Oui, ça c'est... tu as tout à fait raison, ça va ensemble. Là. Plus un animal est bien, meilleure sa production va être. Parlons de chiffres pour une des fois de l'épisode. Ça veut dire quoi aujourd'hui en 2024 pour Nutrinor, le PADN? À combien on est rendu? On a 125 inscriptions. OK. Sur les 125 inscriptions, on en a 123 qui ont été vues une première fois, donc il y a eu la première rencontre de départ. Puis on a 85 diagnostics qui sont terminés. Donc, remis à la ferme et que les fermes ont un plan d'action suite à ça. Là. Donc, de ces 125-là, je suppose, est-ce que c'est tous des producteurs laitiers? Est-ce qu'il y a différentes productions? Il y a effectivement différentes productions, fait qu'on retrouve, la majorité, c'est sûr que c'est des producteurs laitiers, sans surprise, parce que c'est la production principale de la région. On a aussi des producteurs de grande culture, des producteurs maraîchers, fait que pommes de terre, bleuets, entre autres, des producteurs de bovins de boucherie. OK. Puis, on a d'autres, on peut dire des autres productions animales, là, entre autres, production avicole, puis de veaux de grains. Là. Parce qu'à quelque part, le PADN, ça s'adapte à tous. Exactement, c'est un point fort de la démarche, là, ça s'adapte à toutes les productions. Il y a certaines productions, par exemple, un producteur de grande culture, on ne parlera pas du bien-être animal, mais c'est seulement un indicateur sur 40 qui va être mis de côté. Fait que c'est vraiment pas la fin du monde. Là. Ça veut dire quoi aussi dans l'avenir pour Nutrinor, l'agriculture durable, le PADN? C'est quoi les prochaines étapes? Mais là, évidemment, on veut compléter le plus de diagnostics possible. Les premiers diagnostics ont été faits en 2020. Comme je le disais tout à l'heure, ça dure 5 ans. Fait que les prochains à venir, c'est déjà en 2025. On approche très rapidement. Puis là, ça va être intéressant de voir vraiment d'où on est parti, où est-ce qu'on est rendu là, dans chacune des fermes qui font partie de la démarche. Ouais. Fait que ça, c'est un gros pas qui s'en vient pour nous. Puis, on utilise une méthode qui est la méthode IDEA Québec qui a été mise à jour aussi. Fait on va en profiter 2025 de faire avec les nouveaux diagnostics, de remettre la méthode à jour aussi. C'est quelques changements mineurs, là, mais le principe de base reste le même. Fait que pour nous, ça, c'est un gros défi parce que ça nécessite de tout revoir nos documents et tout ça. Là, fait qu'il y a ça qui s'en vient aussi là, pour nous. Puis les suivis annuels là, qui sont faits annuellement dans toutes nos fermes qui ont un diagnostic en place, là, ça, c'est vraiment très important. Fait que c'est de voir que l'agriculture durable avance à la ferme, que le plan d'action ne dort pas dans le tiroir pendant 50 ans. Effectivement. Sinon, comme dernière question, j'aurais le goût de te poser la question. Il y a eu plusieurs missions avec Nutrinor qui ont été faites, entre autres en Europe. Premièrement, en quoi ça a consisté? Et deuxièmement, et surtout, c'est quoi que ça a changé ou c'est quoi que ça a permis chez Nutrinor au niveau de nos méthodes? Oui, il y a eu plusieurs missions. Moi, j'ai participé seulement à l'une d'entre elles parce que je suis arrivée en poste après les autres. Donc, ça veut dire probablement la dernière qui était en Allemagne? Exactement, la dernière en 2023 en Allemagne. On est allé voir ce qui se faisait à l'extérieur. C'est ça le but des missions, entre autres. Là. Puis on sait qu'en Europe, ils sont assez avancés au niveau du bien-être animal et surtout au niveau environnement. OK. Fait que quand on leur demandait à tous les producteurs qu'on a vus, c'était quoi leur plus gros enjeu, bien, la réponse pour tout le monde, c'était les changements climatiques. Alors qu'ici, qu'on voit beaucoup, c'est la main-d'œuvre, les finances, ces choses-là. Pour eux, les changements climatiques, ça apportait quand même de gros défis. Fait que ça a été très intéressant d'aller voir ça là-bas. Puis vraiment, c'est en eux l'agriculture durable. C'est des choses qui sont déjà familiarisées avec depuis plusieurs années. Ils vivent avec ça. Ils savent qu'ils ont des... je ne veux pas dire contraintes. Ils savent qu'ils ont certaines choses à respecter. Oui, exactement. Puis entre autres, c'est sûr que là-bas, ils ont certains... financement de l'État pour accomplir certaines choses. Mais ça a été super intéressant d'aller chercher l'information ailleurs. Puis, les endroits qu'on va aussi dans nos missions sont vraiment sélectionnés selon ce qu'on veut aller chercher. Fait on va dans des régions qui sont intéressantes, qui sont assez avancées en agriculture durable, justement pour nous aider à ramener des bonnes idées. Puis des régions qui ont un climat assez semblable, qui vont faire des productions qui sont qui se rapprochent de ce qu'on retrouve aussi dans la région, là. Génial. Pour terminer, Annie-Pierre, j'aurais le goût de te poser la question, qu'est-ce que ça signifie pour toi de travailler chez Nutrinor?
Bien, moi, je suis très heureuse d'être chez Nutrinor. Je suis là, comme on le disait au départ, depuis que j'ai terminé l'école. J'ai vraiment Nutrinor à cœur. Pour moi, c'est une belle équipe. C'est une super belle équipe. Là, depuis le début, on voit des nouveaux gens arriver. Il y en a d'autres qui partent, mais c'est vraiment une belle équipe. On a un bel esprit d'équipe. Puis, j'adore aussi l'autonomie qu'on m'offre, qu'on me donne dans mon travail. Fait que, tu sais, oui, j'ai des comptes à rendre, etc. Mais je suis en mesure de faire mes propres horaires, de faire un peu de télétravail aussi. Et tout ça, fait que pour moi, c'est vraiment un gros avantage. Et je suis très fière aussi d'être chez Nutrinor, qui est quand même un pionnier en agriculture durable, qu'on se mesure, qu'on a des résultats, qu'on est capable de faire un suivi de tout ce qu'on retrouve, de faire un suivi au niveau de nos indicateurs, de nos objectifs et tout ça. Ça, c'est vraiment une fierté, là, puis on le voit quand on s'en fait parler par d'autres régions, d'autres coops. C'est super intéressant, c'est le fun. Génial. Alors, Annie-Pierre Bouchard, conseillère en agriculture durable chez Nutrinor, merci d'avoir participé. Bien, ça fait plaisir. À la prochaine. Enfin, il est maintenant l'heure de comprendre comment l'agriculture durable se vit sur le terrain en vrai, sur le plancher des vaches, comme on dit. J'ai le bonheur aujourd'hui de rencontrer M. Serge Tremblay de la ferme Carrousel de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, qu'on a invité pour nous expliquer comment fonctionne le PADN concrètement à la ferme. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, monsieur. Bienvenue à notre balado sur l'agriculture durable. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Toujours un plaisir. Monsieur Tremblay, en fait, je voudrais commencer avec vous pour que vous puissiez nous introduire avec c'est quoi votre rôle à votre ferme, vraiment les débuts là, de votre présence à la ferme. OK. Dans le fond, je vais conter un peu mon histoire. Ouais. Comment je suis arrivé à la ferme. D'ailleurs, j'ai été choisi, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai été choisi par l'agriculture, par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, papa et maman sont venus me chercher, moi et un peu plus tard ma petite sœur, pour former une belle petite famille. Puis ça, c'était en 1967. Vous calculerez un peu pour avoir mon âge. Et c'est ça, Louise et Adélard sont venus. Puis moi, j'ai toujours été en lien avec la ferme. Mon père l'a acheté de son père, qui lui-même était un producteur. Alors, c'est son arrière... Je pense qu'on est la septième génération là, à vivre de l'agriculture. D'ailleurs, les terres qu'on a chez nous, on les possède depuis 1822. Non, 1922. Ouais. J'ai sauté. 1800, je pense qu'il n'y avait pas encore d'agriculture. Quelques années. Donc, ça veut dire qu'avec ces 7 générations-là, toujours dans la même situation géographique, là, c'est-à-dire on a les mêmes terres, le même bâtiment. Toujours dans le Rancaron à Métabetchouan, anciennement Lac-à-la-Croix, anciennement Sainte-Croix. OK, oui, c'est vrai. C'était Sainte-Croix avant. Et c'est ça, ça a été mes ancêtres qui ont défriché la terre pour bâtir la première maison dans laquelle je suis maintenant, qui a été un peu rénovée là, avec le temps, là, mais c'est ça. Donc, ça veut dire que dès votre arrivée à Métabetchouan, à Lac-à-la-Croix, est-ce que vous avez tout de suite la passion de l'agriculture? Est-ce que ça vous est venu avec le temps? Mon père est un passionné, c'est un travailleur acharné et il a su me faire aimer l'agriculture et ça a été... avant d'être ferme Carrousel, parce que ça n'a pas été ferme Carrousel par hasard, ça a été des situations qui nous ont amenés là. On faisait de l'exposition aussi. Le préfixe de la ferme dans le temps était ferme métro. On faisait des expositions à Alma, à Saint-Félicien, Chicoutimi, on a été Québec, on a été à Toronto, même on a déjà eu une championne à Wisconsin, en tout cas. Ah, wow! Ça fait que ça m'a permis d'apprécier l'agriculture, puis me trouver une niche là, où je me sentais bien et à l'aise. Et comment que ça se passait? Parce que dans le fond, on parle des années 60, parce qu'on se doute bien qu'évidemment, c'était pas comme aujourd'hui, là, à l'époque. Comment les méthodes fonctionnaient à l'époque qui ont été différentes d'aujourd'hui? C'est une bonne question.
Mon père, au début, c'était surtout une agriculture de subsistance. Ah, OK, ouais. Moi, mon grand-père encore plus, mais mon père, je vais parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu. Dans le temps, on avait des poules, on avait des cochons, on avait des vaches, on avait des chevaux aussi. On a été parmi les derniers dans le rang Caron à avoir des chevaux pour faire les travaux au champ. OK. Après ça, les tracteurs sont arrivés, puis mon père a eu son premier tracteur dans les années 68, 67, 68. Donc, ça veut dire que, mis à part le lait, la majorité de ce que vous éleviez comme animaux, c'était pour votre propre consommation, là. Oui, puis mon père avait sa petite ronde d'œufs qui allait livrer, puis après ça, il y avait ses porcs aussi. À un moment donné, il a pris la décision de se diriger plus vers la production laitière. Quand j'ai commencé à travailler à la ferme, là, il n'y avait plus de cochons. Les cochons avaient parti. Ça nous jette dans les années 78-80. Là, à ce moment-là, je n'étais pas vieux non plus. Mm-hmm. Puis là, rendu vers 85, c'est là que j'ai commencé à aller à l'école d'agriculture. J'ai fait un diplôme d'études collégiales. Je suis finissant dans les années 87. Quand j'ai rentré actionnaire, c'était dans les années 90. À ce moment-là, on avait 70 kilos de quota, plus environ 400 acres de terre. Aujourd'hui, la production, la ferme Carrousel, c'est de la production laitière et céréalière. Au niveau laitier, on possède 170 kilos de matière grasse et près de 1800 acres de terre pour faire différentes cultures en foin, en blé, en orge, en avoine, en soya, en canola, en maïs, en tout cas tout ce qui peut se produire en région pour avoir des cultures diversifiées parce qu'on croit beaucoup, nous autres, en la rotation des cultures pour laisser les champs... Je m'en allais dire respirer, mais c'est presque ça. Oui, donner aussi, ça étale un peu nos travaux dans les champs parce que faire du maïs, c'est... quand tu fais de la monoculture, moi, je trouve ça un peu plus dommageable pour les champs, personnellement. Et aussi, ça t'amène à avoir tous tes travaux dans la même période. Tandis que si tu fais, exemple, de l'avoine ou du blé, ça répartit dans ta saison un peu tout le travail à faire puis toutes les périodes de récolte. Donc, on se permet de refaire un retour là, sur le passé. On était rendu tout à l'heure dans les années 80. On parlait de la relève que vous avez pris de vos parents. J'aimerais ça voir avec vous qu'est-ce qui était différent à partir du moment où est-ce que plus jeune vous travailliez à la ferme, aller jusqu'au moment où est-ce que vous avez acheté la ferme, donc que vous êtes devenu propriétaire. Est-ce que c'était quand même le même processus pour soit la culture, là, dans le fond, que vous aviez, ou même la traite des vaches? Ah non, au niveau de la traite des vaches, c'était très différent. Puis au niveau aussi de la culture et aussi de l'environnement en tant que tel, là, anciennement, c'était pas nécessairement une préoccupation, là, l'environnement. Moi, je me souviens que derrière l'étable, il n'y avait pas d'installation. Il y avait le tas de fumier qui s'étendait joyeusement, puis que ça allait ramasser le premier cours d'eau. Mais on se ramasse dans les années 70 à peu près. Là. Puis les gens avaient moins conscience, il faut se le dire. Oui, ça ne faisait pas partie de nos priorités. Et d'ailleurs, les troupeaux étaient moins volumineux aussi. C'est vrai. Il n'y avait pas de 150. Là, nous autres, on traite 170 vaches. Ça fait que globalement, ça fait un troupeau d'autour de 300 têtes, là, avec la relève et les petits veaux, tout. Ça fait que ça prend des méthodes pour pouvoir mieux gérer, mieux encadrer, mieux valoriser aussi nos fumiers. Puis parlons-en des méthodes, parce que souvent les gens ont encore l'image de l'agriculteur qui traite ses vaches à la main. C'est plus nécessairement ça aujourd'hui. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ça s'appelle chez nous la ferme du Carrousel. C'est qu'il y a eu une évolution là-dedans. OK. Au départ, moi, mon père avait un carrousel de traite, mais c'était des vaches. Là? OK. Non, c'était les vaches étaient dehors. OK. Et il y avait un genre de carrousel pour amener les vaches à l'intérieur. Puis après ça,
il s'assoyait en dessous avec son siot, puis il tirait ça à la main. Mm-hmm. Fait que mais c'était dehors. Ouais. Ça, on se rappelle, on se remémore ça. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais mon père m'en parle, bon, régulièrement, non, mais en tout cas, c'était dans les années 50, 60, là. Ensuite de ça, c'était la chaudière, où il y avait une treilleuse en dessous de la vache, on collectait le treillon. Après ça, quand le seau était plein, il fallait l'emmener vers des seaux plus gros, puis il s'était mis dans un bassin à l'extérieur, dans de l'eau froide. Mm-hmm. Après ça, il allait livrer à la fromagerie. Il y avait à peu près... Il y avait 3 fromageries dans le Rancaron. Oui, bien c'est ce qu'on se rend compte, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait une fromagerie presque par ville, sinon plus. Oh oui, il y en avait plusieurs, puis ça allait évoluer avec le temps, ça s'est concentré, ça s'est... Puis là, c'est devenu, avec le temps, en tout cas, ça a beaucoup évolué. Mm-hmm. Là, ben, c'est Nutrinor qui ramasse pas mal tout le lait de la région, avec quelques fromageries indépendantes. Ouais. Il y a quelques petits fromagers privés, mais... c'est surtout Nutrinor, je dirais, qui a la part de récolte du lait en région. Parlons de développement durable ensemble. En fait, vous faites partie des producteurs qui ont adhéré au PADN, au Pacte agricole durable Nutrinor. Mm-hmm. Dites-nous, en fait, comment ça a commencé chez vous, donc de penser à pouvoir adhérer à ce pacte-là, à ce programme-là, mais surtout aussi, en fin de compte, qu'est-ce que ça a changé concrètement chez vous? Ça n'a pas été compliqué d'embarquer dans le plan d'agriculture durable parce que ça ressemblait beaucoup aux valeurs que j'avais au niveau de la ferme, au niveau de l'avenir. Parce que dans le fond, moi, j'ai toujours dit, puis je dis ça encore à mes enfants, la terre, c'est pas à nous autres. Oui, c'est à nous autres, mais c'est le berceau de nos enfants. On l'emprunte à nos enfants, dans le fond. Mm-hmm. C'est pas même si on la paye, il faut la remettre en meilleur état qu'on l'a eu. Sans ça, mais c'est elle qui nous nourrit, cette terre-là. Tout à fait. Donc, ça veut dire que vous avez adhéré au PADN et puisque vous aviez déjà je dirais presque entamé cette réflexion-là, est-ce qu'il y a eu des méthodes qui ont changé chez vous? Qu'est-ce que ça signifie, en fait, dans vos méthodes de travail à la ferme? D'avoir embarqué dans le PADN, nous autres, ça nous a permis d'avoir un plus gros groupe aussi, de voir nos efforts que nous, on faisait être... pour pouvoir un peu, pas s'ajuster. Oui, il y a un peu d'ajustement, mais savoir si ce que l'on faisait était dans le bon ordre des choses, si c'était concevable, si c'était bien, parce qu'on peut penser des fois que nos solutions pour un développement durable vont être la touche, la chose à faire, mais peut-être pas nécessairement, parce que développement durable, c'est pas nécessairement rien que penser agronomique, c'est penser aussi économique. Il faut que ça soit durable dans le temps, durable aussi pour nous autres comme producteurs. Il fallait que ça soit périn et aussi que ça soit rentable aussi pour l'entreprise, parce que faire des choses que tu trouves pas ton compte, c'est moins intéressant. Non, c'est sûr. Puis de ce que je comprends aussi, vous avez comme été accompagné là-dedans. Là. Vous n'êtes pas ramassé tout seul avec « OK, parfait, je suis dans un pacte. » Non, tout ça, il y a plusieurs intervenants. Nutrinor en fait partie. Au niveau des... on a changé un peu nos façons de nos façons de cultiver. On a installé des haies brise-vent. Je dois avoir à peu près l'équivalent d'une... quinzaine de kilomètres de haies brise-vent. Qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est suite aux conseils puis aux recommandations. C'était drôle aussi, ça. Les mentalités évoluent avec le temps parce que moi, mon père, il trouvait pas ça drôle que je replante des arbres dans les haies que lui, il avait... Qui avait pris la peine de défricher. Oui, qui avait défriché puis que les Moses de haies brise-vent dans les clôtures, ça empêche le foin de sécher. Puis en tout cas, il y avait beaucoup d'éducation à faire pour rendre ça... concevable, mais c'était un beau défi. Comment ça fonctionne à l'intérieur de la ferme? Eh bien, on a plusieurs intervenants dans différents secteurs. Au niveau de la production laitière, on a un expert conseil pour l'alimentation du troupeau. On est très bien suivi à ce niveau-là. Pour l'alimentation du troupeau, aussi au niveau santé,
j'ai une bonne relève aussi. Mes jeunes sont informés, sont éduqués et n'hésitent pas à aller chercher l'information. C'est ça que j'apprécie. Et peut-être à challenger le père là-dedans. Oui, je pense que je commence des fois à être un peu dépassé. Ouais. Mais je comprends quand même assez vite. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis aussi, si vous aviez à me sortir les avantages à la ferme que ça vous a permis d'adhérer au Pacte agricole durable de Nutrinor. L'avantage, moi, je dirais, c'est de pouvoir se comparer avec d'autres producteurs. Aussi, c'est d'être fier de ce qu'on fait aussi, là, parce que, dans le fond, une importance qu'on a, c'est la terre. Il ne faut pas l'épuiser, puis c'est notre garde-manger, comme je disais tout à l'heure. Puis on doit la laisser en ordre pour les prochaines générations. Puis le consommateur, lui, il veut des produits bien faits, respectueux de l'environnement, des animaux bien traités. Puis tout ça, ça doit se faire dans un contexte où nous, comme propriétaires, devons bien en vivre. C'est ça aussi, le développement durable. Oui, tout à fait. Ça, je pense qu'on a été bien accompagnés là-dedans. Puis avec Nutrinor, on est pas mal fiers de ce qu'on a réussi jusqu'à date. Puis, dans le fond, on parlait des méthodes de travail, mais est-ce que ça l'a, je dirais, alourdi votre charge de travail? Y a-t-il une charge supplémentaire? Non, je ne dirais pas une charge supplémentaire. Peut-être un peu, mais c'est pour un travail bien fait. On en est fiers après ça. Puis à un moment donné, je voyais implanter des haies brise-vent, les tailler, c'est quand même l'ouvrage. Mais quand on se promène, là, vous ferez un bout dans le Rancoron, vous regarderez, vous allez voir des haies brise-vent. C'est de toute beauté quand ils sont bien faits. Puis chez nous, on voit les oiseaux sont revenus dans les arbres. Puis, oui, OK. Il y a beaucoup de petits changements comme ça. Puis les couleurs de l'automne, c'est pas mal plus beau. Des belles parcelles avec des arbres, avec les couleurs de l'automne et que d'un grand champ. C'est beau aussi, un beau grand champ plein d'orge, mais quand il y a de la variété autour, là, puis c'est une fierté. Je pense que le travail qu'on met de plus, mais c'est pas vraiment... C'est pas une charge supplémentaire tant que ça. Avant de finir, j'ai deux dernières questions pour vous. La première et non la moindre, comment vous voyez l'avenir dans votre ferme? Comment vous voyez le futur? Là, on a parlé de relève. Est-ce qu'il y a des rénovations, des agrandissements? Est-ce qu'il y a déjà des sujets comme ça qui ont été abordés? Toujours. Oui? C'est toujours en perpétuel développement. Évidemment, là, on est en processus de transfert. Ça fait qu'on se donne un objectif de 5 ans pour compléter le transfert, malgré que je pense que toutes les tâches sont déjà pas mal transférées. OK. C'est rien qu'au niveau fiscal et tout, pour mon entreprise, là, c'est de ficeler tout ça pour que tout le monde soit bien. Puis, on se donne à aller jusqu'à 2029, je crois. Là, on est 24. C'est peut-être un peu plus long, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que je suis à la retraite pour autant. Ça veut dire toujours une petite implication quand même, par passion. Je laisse les jeunes faire leur projet, puis c'est plaisant aussi de les voir évoluer là-dedans. Puis avant de terminer, je voulais parler de votre passion pour le développement durable, parce que à micro fermé, vous me disiez que vous aviez aussi d'autres projets au niveau du développement durable, même des éoliens. Oui, je suis impliqué depuis l'ouverture de Valeo. J'ai été administrateur maintenant. Je suis à la présidence depuis 2 ans. Ouais. C'est un beau projet qui nous tenait à cœur d'être un peu maître chez nous, si on veut. Au moins être un peu décisionnel au niveau de ce qui passe sur nos terres, d'avoir un revenu décent de ça, puis d'être aussi sollicité, qu'on ne soit pas rien que des pantins dans cette histoire-là, qu'on soit des joueurs importants, puis qu'on soit non négociable là-dedans. Que peu importe le projet qui sera réalisé sur le territoire, il va devoir impliquer les producteurs et les propriétaires là, qui ont les fonds de terre là. Aussi, j'avais l'éolien et aussi, il y a d'autres projets comme la méthanisation, que ça s'en vient. Je pense que Nutrinor est partenaire dans quelques projets là-dedans.
Et ça prend des producteurs aussi. On fait partie de la recette. C'est ça qui est important. Et terminons avec le mot de la fin. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'être dans la coopérative de Nutrinor? Ben, c'est une fierté. Moi, j'ai toujours été très coopératif, que ce soit à la coop. J'étais anciennement à la coop de Lac-à-la-Croix. Oui. Après ça, j'étais aussi... j'ai été copropriétaire de Éco-Luzerne. C'était anciennement Belcan. Fait que, là, on l'a vendu à Viridis Environnement, qui fait partie de la coopérative. En tout cas, Nutrinor est actionnaire là-dedans. Je me souviens plus tous les producteurs qui sont là-dedans, mais c'est ça. Fait que j'ai toujours été impliqué au niveau coopératif. Valeo, je l'ai dit tout à l'heure. Puis aussi, j'ai eu différents petits projets aussi que j'ai mis en branle pour un peu... Je m'étais donné un genre de petite compagnie pour faire des mini-balles de foin pour un peu... je m'étais dit, à ma retraite, je partirais ça. Mais là, ça a l'air que ça va être un peu plus loin que prévu, mais j'aime bien un peu avoir un peu de toucher à tout. Merci beaucoup, M. Tremblay, d'avoir participé à ce balado. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité encore. Merci beaucoup. C'est ce qui termine notre émission sur l'agriculture durable. J'espère que vous en avez appris sur le sujet. Dans le prochain épisode de Racines et Récoltes, j'aurai le plaisir d'accueillir Jean-François Saint-Gelais qui nous parlera de la responsabilité sociale de Nutrinor et de son engagement dans la communauté. À bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.